Bonjour à tous, Guillaume Déal, responsable du service économie circulaire et déchets à la région. Et donc je suis là aujourd'hui en tant que technicien qui représente le comité technique du comité régional pour une économie circulaire en Normandie, qui réunit l'État, les services de l'État en région et la délégation régionale de l'ADEME. Voilà, donc juste un petit retour en fait sur effectivement la dynamique Normandie économie circulaire, qui est à court depuis 2016 dans la région. Donc à la base, en fait, en la région Normandie, on a lancé des travaux en parallèle sur l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets, donc le PRPGD, dont vous avez sans doute entendu parler. Et parallèlement à ça, donc, on a installé une gouvernance régionale en matière de prévention et de gestion des déchets, à savoir la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan. Donc c'est l'instance qui a suivi, accompagné la région tout au long de l'élaboration de ce plan régional, donc qui est né de la loi NOTRe en 2015 et qui a dévolu aux régions, qui a élargi en tout cas la compétence des régions en matière de planification des déchets. Auparavant, on était juste sur le volet des déchets dangereux. En parallèle de ça, on a donc également installé une autre gouvernance, donc un triumvirat État, ADEME, région. L'État étant représenté au niveau technique par la Directe et la DREAL. Et donc, dans l'idée d'animer une démarche et de plébisciter, en tout cas, le développement de l'économie circulaire en Normandie. Et ça a été donc l'instance de suivi pour élaborer également une stratégie économie circulaire, donc qui se distingue d'un plan déchets. Je ne sais pas si vous avez suivi les travaux du PRPGD, en fait, mais il y avait donc un petit point dans ce document où les régions étaient censées mettre en place un plan d'action en faveur de l'économie circulaire. Nous, on en a certes fait on l'a encapsulé dans le PRPGD, mais on a également en parallèle travaillé sur une stratégie plus globale, étant entendu que l'économie circulaire ne se limite pas en fait à la seule question du recyclage des déchets. Donc, c'était donc notre ambition, et ces deux documents ont été adoptés simultanément en octobre 2018, ça fait donc maintenant 2 ans. Donc, faisant de la Normandie donc la première région dotée de documents de pilotage de cette nature. Donc la stratégie, c'est elle qui guide un peu toute l'action, en tout cas qui est le référentiel de l'action du comité régional économie circulaire et évidemment de tous les acteurs qui gravitent autour. Et donc cette stratégie, c'est une feuille de route on considère la croisée du SRADET et du SRDEI. Donc le SRADET qui est plutôt le schéma aménagement de la région et le SRDEI plutôt son volet développement économique. Sachant qu'aujourd'hui, le PRPGD, depuis l'adoption du SRADET, est donc devenu le volet prévention et gestion des déchets, dans la mesure où il n'a plus d'existence. C'est donc le SRADET qui a pris le relais et qui, lui, a été adopté par la région en juin dernier. L'idée, c'était aussi dans cette stratégie d'avoir un objet plus souple, effectivement, qu'une planification qui demande quand même tout un protocole extrêmement complexe d'adoption. Et donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus souple pour nous et qui nous permet de le faire évoluer au cours du temps. Cette stratégie, donc, elle s'appuie sur 4 engagements. Assez classiquement, en fait, elle fait véritablement écho à la stratégie nationale, à la feuille de route nationale économie circulaire. On va retrouver un des engagements qui est plutôt sur le volet mieux trier, mieux recycler, un autre qui est plutôt sur le mieux produire, un troisième sur le mieux consommer, et enfin un quatrième qui est plus introspectif peut-être, ou qui est plutôt sur la meilleure manière de mobiliser les acteurs. Donc, on a donc ces 4 engagements et 10 défis qu'on a visés, et qui nous paraissent nécessaires de relever pour la Normandie, au regard effectivement de ses atouts, et puis également aussi des champs pour lesquels peut-être elle est moins à l'aise. Donc voilà, on parle à l'intérieur de comment créer des boucles locales, développer l'écologie industrielle et territoriale, tout un ensemble d'objectifs que l'on s'est fixés. Et donc, pour élaborer cette stratégie, on s'est donc appuyé sur un certain nombre d'outils et particulièrement donc sur un réseau d'acteurs
Ici, donc, aujourd'hui, depuis 2016, donc, certains préexistaient, d'autres, il a fallu, je dirais, les conforter et certains encore plutôt les créer. Et donc, on a donc une constellation de 15 clubs et réseaux d'acteurs donc, qui travaillent aux côtés du comité régional économie circulaire. On en a au moins 3 éminents représentants aujourd'hui, donc dans la mesure où la journée consacrée aujourd'hui aux écomatériaux locaux donc réunit certes le Club normand d'éco-construction, donc porté par l'ARP Normandie, mais également le Randcoper, le réseau des acheteurs normands pour une commande publique éco-responsable, et enfin le club du réemploi dans le bâtiment. Comme je vous disais, ces différents réseaux, en fait, certains existaient déjà. Je pense notamment au réseau Régal, par exemple, sur le gaspillage alimentaire, qui était déjà très actif, le club chimie biosourcée, ou encore le club, quelque part, le club normand de l'éco-construction, donc c'est l'ARP qui le représentait, donc c'est lui qui porte aujourd'hui cette démarche. Par contre, d'autres, comme le club du réemploi, en fait, sont encore en cours d'installation, et donc c'est un travail qui s'est opéré depuis maintenant, je pense, pas loin de 2 ans, en fait, pour essayer de trouver finalement les structures adéquates pour contribuer, mais également pour animer en fait ce type de réseau. Ils sont pour la plupart accompagnés par la région ou les services de l'État ou par l'ADEME dans le financement de cette dimension, en tout cas animation du club qui relève ou qui contribue à la dynamique Normandie économie circulaire. Donc effectivement, ils ont tous des formes toutes différentes en fait, mais voilà, certains sont encore en cours d'installation, d'autres sont déjà bien installés, et certains, par exemple, je ne sais pas si on prend justement le réseau Randcoper aujourd'hui, qui est un réseau normand, mais qui n'est pas constitué en association, mais pour lequel on fait intervenir un partenaire comme l'APESA pour justement faire tout ce travail d'animation et profiter de tout l'historique qui a pu émerger en Aquitaine. Donc voilà, donc vous pouvez voir, on a donc des clubs qui sont un peu sur tous les champs de l'économie circulaire. C'est pas du tout exhaustif, hein, c'est pas forcément l'idée. L'idée, c'est bien de s'appuyer sur les forces de la région. Donc on en a sur la consommation responsable, d'autres sur la réparation, également sur tout ce qui est déchets inertes dans le BTP. Les petits derniers, ça va être la filière plastique Normandie ou encore le club filière mer. Donc voilà, c'est un peu, je ne sais pas si on a d'autres qui émergeront pour les années à venir, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ceux sur lesquels nous, on s'appuie, qui nous ont permis aussi, à travers leur propre feuille de route, donc de faire avancer la stratégie Normandie économie circulaire. Je mets la slide d'après, s'il te plaît. Donc pour ça, il nous faut donc des outils pour réussir à effectivement favoriser un maximum les interactions à la fois entre la gouvernance régionale, mais entre les différents réseaux d'acteurs qui œuvrent dans les différentes thématiques de l'économie circulaire. La journée comme aujourd'hui, justement, est un des exemples et qui est vraiment intéressant pour nous, qui normalement devrait apporter beaucoup de richesse, en tout cas à la dynamique, dans la mesure où ça réunit aujourd'hui trois clubs, 3 réseaux d'acteurs qui donc ont trouvé des champs d'investigation communs pour faire avancer leurs causes respectives, en quelque sorte. Donc, effectivement, l'outil un peu phare pour nous, ce support d'animation qui fait office de centre de ressources, c'est donc la plateforme collaborative Nessi, donc qui est un espace collaboratif de travail et qui nous permet d'être à disposition de cette communauté d'acteurs et donc de ces différents réseaux d'acteurs, donc des outils pour échanger, travailler, animer leurs différents projets. C'est une manière aussi de se compter, dans la mesure où c'est un annuaire des partenaires de l'économie circulaire. Aujourd'hui, c'est près de 700, donc c'est 693 membres inscrits sur cet outil, sur cette plateforme Nessi. Donc c'est l'occasion de partager des agendas, des actualités, faire remonter des informations, également un endroit qui permet de poster ou en tout cas de prendre contact avec le comité régional économie circulaire quand on veut déposer un dossier, et puis effectivement de valoriser des initiatives un peu phares qui auraient émergé en Normandie, notamment un petit outil Carto. Donc aujourd'hui, c'est 9 communautés de travail, donc Nessi. Donc communauté de travail, c'est plutôt en tout cas des groupes de travail, mais qui ne sont pas forcément sur des champs un peu précis, en tout cas de
l'économie circulaire ou de la gestion des déchets. On a par exemple un club qui est plutôt qui travaille précisément sur la tarification incitative, un autre sur la question des biodéchets. Et puis on a également donc, ces 15 clubs et réseaux d'acteurs donc, qui ont tous des accès et des espaces de travail partagés. Donc aujourd'hui, c'est une centaine d'initiatives qui sont référencées, des centaines d'actus qui sont publiées, et on est à 25 000 visites par an à peu près. Donc, je vois que tu me presses, Aurèle, là. T'es en train de... Je suis déjà en retard, c'est ça. Ah, pardon. Pardon. Donc, du coup, voilà. Et donc, c'est un réseau également qui interagit avec la communauté internationale, en tout cas francophone de l'économie circulaire. Donc, on est en connexion avec l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire, mais également d'autres plateformes régionales comme la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes ou encore Aquitaine, même au Québec ou à Genève. Donc, c'est une manière aussi de bien s'intégrer, à la fois d'interagir au niveau régional, mais également d'interagir avec d'autres plateformes et bénéficier d'autres expériences qui pourraient exister par ailleurs. Il y a également un compte Twitter. Donc, dans cette mobilisation, toutes ces interactions qu'on essaie de favoriser au maximum entre les acteurs et entre ces différents groupes d'acteurs. On a d'autres outils pour ça. On n'a pas que Nessie, mais c'est un outil vraiment important pour nous. Donc, je vous invite tous, si ce n'est pas déjà le cas, à ouvrir un compte. Donc, on a également un compte Twitter depuis près d'un an maintenant, je crois. Mais on a également des assises. On a eu 2 éditions jusqu'à présent, une en 2017, une autre en 2019. Et la dernière a réuni 400 participants. Peut-être que y avez-vous participé. Donc, il y avait eu à la Grande Halle à Colombey. Donc, c'est des moments vraiment importants, des temps forts pour nous, pour que la communauté puisse se réunir et puis finalement continuer à échanger. Et l'idée, souvent, c'est de faire en sorte de favoriser l'émergence de nouveaux projets en croisant les initiatives de chacun. Et donc, c'est notamment le temps du salon est un temps assez important pour ça. Un autre outil donc, qui nous permet de faire remonter des projets, c'est donc l'appel à manifestation d'intérêt. On a eu 3 éditions jusqu'à présent, une quarantaine de lauréats. Et donc, qui a permis lui aussi d'ailleurs de faire travailler ensemble des différents porteurs de projets, différentes structures. Et puis, donc, un autre outil important pour nous, qu'on expérimente depuis 2 ans, c'est le laboratoire d'idées, le labo, Nessie, qui, en fait, est là pour essayer d'animer une démarche assez transversale entre les différents clubs et réseaux d'acteurs. On a eu deux thématiques travaillées jusqu'à présent, une qui était plutôt sur le changement de comportement et celle qui est en cours de finalisation, là, dont les travaux devraient se terminer en début d'année prochaine, sur les nouveaux modèles économiques. Donc, c'est une manière pour nous, effectivement, de faire travailler les clubs ensemble sur des questions communes et puis de rapprocher les acteurs régionaux du monde de la recherche, en fait, hein, notamment des enseignants-chercheurs. Donc, on va sans doute relancer cette initiative à partir de 2021. Mais donc, c'est aussi un des axes transversaux et qui est un appui pour nous pour faire travailler toute cette communauté normande de l'économie circulaire. Je mets à la slide d'après, s'il te plaît, Aurèle. Merci. Donc, juste rapidement, parce que je suis arrivé déjà au bout de la présentation, par rapport au programme de travail que le comité régional économie circulaire pourrait se donner pour 2021, sachant que c'est encore en cours de discussion, parce qu'on a été un peu bousculé effectivement par l'année écoulée, hein, donc avec cette crise sanitaire qui nous a tous touchés de plein fouet, et puis je pense notamment effectivement au monde économique et même au modèle associatif. Donc, effectivement, un des outils, et ça a été discuté dans le cadre de l'Interclub, en fait, qui est un autre point d'appui pour nous dans l'animation globale de cette dynamique Normandie économie circulaire, donc qui réunit tous ces clubs et réseaux d'acteurs. Et donc, c'est la mise en œuvre d'un plan de mobilisation qui, pour nous, doit nous permettre, nous faciliter effectivement la mise en œuvre ou le déploiement des dispositifs développés dans le cadre de France Relance, en fait, des différents plans de relance, que c'est des plans de relance régionaux. Et effectivement, comment nous, en région, on peut répondre pour accompagner les partenaires à redynamiser l'économie normande. Enfin, si en tout cas on considère que l'économie circulaire est un facteur de résilience pour les territoires et pour les entreprises. Voilà, c'est un des gros chantiers de l'année 2021 pour nous, mais pour nous tous. Hein. Mais comment faire en sorte qu'un maximum, pour faire simple, d'euros arrive de France Relance arrive sur le territoire régional et favorise
un maximum d'entreprises normandes, d'acteurs, d'associations, etc. Donc, c'est vraiment un gros enjeu pour nous. Donc, on va essayer de structurer tout ça dans le cadre d'un plan de mobilisation. Un autre axe important pour nous, qui était déjà un axe en 2020, mais qui est toujours assez compliqué, c'est tout ce qui est sensibiliser, mobiliser la cible entreprise, parce qu'effectivement, surtout quand on est des partenaires publics, on a toujours du mal à mobiliser les entreprises, quand on a d'autres choses à faire, hein, peut-être que de se réunir dans des grands messes. Mais en tout cas, voilà, l'idée, on a toujours cette idée-là en tête, et donc qui fait assez écho, effectivement, notre capacité à mobiliser le plan France Relance sur la Normandie. Un autre axe qui est plutôt, lui, sur le volet consommation responsable, à savoir la mise en ligne de la future plateforme au rendez-vous des Normands, en fait, qui est le prolongement du projet Mieux, qui avait été initié il y a déjà quelques années, et donc qui devrait voir le jour dans le courant de l'année, et qui va nous permettre de rendre plus visible l'offre de consommation responsable et de proximité en Normandie. Et donc là, typiquement, un réseau comme celui de l'ARP, en fait, pourra contribuer et mettre en visibilité, en tout cas, son offre, je dirais plutôt grand public, hein, c'est plutôt le pendant grand public de Nessie, toute l'offre qui pourrait intéresser les Normands. Et enfin, donc, un autre axe qui devra travailler l'an prochain, donc ce n'est pas exhaustif, hein, évidemment, mais en tout cas, un autre axe, c'est donc le développement d'un site cartographique et statistique dédié à l'Observatoire régional ressources, économie circulaire et déchets, notre Observatoire régional des déchets, donc, qui va se muer en Observatoire économie circulaire, et qui est porté par l'association Biomasse Normandie. Donc, voilà à peu près pour cette petite introduction sur le cadre global de cette journée, et donc la présentation de la globale Normandie économie circulaire, à laquelle vous allez contribuer aujourd'hui quelque part, au-delà de vos propres projets. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, merci beaucoup Guillaume. Si personne n'a de questions, je vais passer à la suite. Donc je vais basculer sur le club de l'éco-construction de façon un peu plus spécifique. Vous pouvez retrouver son organisation sur le site de l'ARP, mais également sur le site Nessie, comme l'a dit Guillaume. Effectivement, depuis 2018, du moins, le club de l'éco-construction en fait s'est organisé en groupe de travail. Et ces groupes de travail ont évolué. À la base, ils étaient 4, mais désormais, ils sont plus que 3. Sachant donc le premier, le groupe de travail 1 concerne le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans l'éco-construction. On a tout simplement remarqué et identifié plusieurs offres de formation sur le territoire normand qui n'avaient pas forcément de lien entre elles ou qui n'avaient pas forcément les mêmes délais ou les mêmes certifications ou les mêmes diplômes. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un peu des retours d'expérience de leur part, d'essayer de créer une cohérence d'ensemble là-dessus et de continuer à développer cette offre de formation sur le territoire. Le GT2 concerne le développement d'un argumentaire solide en faveur des écomatériaux. On a bien remarqué qu'il y avait quelques lacunes communicationnelles sur les écomatériaux, tout simplement parce que soit on n'a pas assez d'informations techniques, soit on ne voit pas tellement l'avantage d'utiliser ces écomatériaux plutôt que d'autres. Et puis, il y a toujours la question du coût, du prix, qui des fois est un obstacle véridique, des fois ça ne l'est pas du tout. Donc on a dû casser pas mal d'a priori, déblayer tout ça, et il y a une grande partie du travail qui a été réalisé dans ce groupe qui a permis d'alimenter notamment la mise à jour du guide régional des écomatériaux normands, de l'ARP Normandie. Et le GT numéro 3 qui a fusionné avec l'ancien GT numéro 4 qui concernait en fait l'accompagnement des filières locales d'un côté et puis tout ce qui était un petit peu programme de recherche scientifique qui avait sa pertinence dans un temps parce qu'il y avait des programmes de recherche en cours. Là, ils sont arrivés à terme, alors peut-être qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Donc, aussi en termes humains, à l'ARP, on a un salarié en fait qui gère un groupe de travail, ce qui était quand même beaucoup plus simple. Donc, vu qu'on est 3, on a désormais 3 groupes de travail. Et donc, l'accompagnement des filières locales perdure. D'autant plus qu'on
AMI et Guillaume DL, donc l'appel à manifestation d'intérêt. Et l'Arc Normandie a rempli 2 AMI, notamment l'année dernière, qui est l'AMI pour le développement de la filière paille dans la communauté de communes du Saint-Gall suisse normande, que vous pourrez découvrir dans le détail dans la table ronde numéro 3. Et également l'AMI filière locale qui concerne plutôt tout ce qui est gestion interfilière, parce qu'on remarque bien que chaque filière a ses spécificités, mais ils ont également des sujets complètement transversaux. Et donc voilà, ce sont des AMI qui aboutissent pour 2021. Donc le groupe de travail qu'on va continuer à alimenter ces dossiers-là. Voilà, vu qu'on a beaucoup traîné, je vais laisser la parole à David Groix pour le Club du Réemploi. Ok, très bien. Déjà, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Très heureux d'y participer. Je remplace au pied levé l'animateur du club Réemploi, Valentin Blinlot, donc du WIP. Et donc, je vais faire au mieux pour vous partager un petit peu de quoi il s'agit, de quoi retourne en fait le club du Réemploi. Mais avant tout, donc, ce qui est important, c'est peut-être de remettre un peu les choses dans le contexte, donc savoir en fait qu'est-ce que le réemploi de manière générale. Et donc se poser finalement cette question de savoir comment on le met en œuvre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes juste de chiffres, j'en donnais quelques-uns, le monde du BTP produit énormément de déchets en France, à hauteur de 70% de tout ce qui est produit sur le territoire. Et donc, il y a un vrai enjeu, une vraie problématique de prévention de ces déchets et de la gestion. Donc, c'est un peu ce qui a été traduit, c'est ce qui est traduit donc, en région dans le PRPGD. Et donc, dans cette idée, finalement, le réemploi propose une solution en termes de ce qu'on peut appeler donc, la prévention des déchets. Et donc, pour un petit peu expliquer de quoi il s'agit, j'aime bien faire un parallèle en fait, avec des choses qui sont parfois plus simples pour les uns et les autres, entre le déchet et le risque. Quand on parle de prévention des risques, la première chose à faire, c'est d'éliminer ce risque. Donc, ça, c'est écrit dans le Code du travail. Eh bien, dans le Code de l'environnement, c'est la même chose. Quand on parle de prévention de déchets, on parle donc d'éviter de créer ce déchet. C'est tout à fait donc, sur ce sujet que se positionne donc, le Club du réemploi. Donc, c'est-à-dire en se posant des questions aujourd'hui, comment faire en sorte de réemployer un maximum de ressources qu'on a sur les bâtiments et finalement éliminer cette production de déchets et leur donner une deuxième vie et qu'ils soient donc réemployés. Donc ça, c'est vraiment le sujet donc, du club réemploi. Donc en fait, il a été créé donc déjà il y a 2 ans. Donc finalement, on est un peu plus récent que le club Écomatériaux. On est en effet en phase de structuration. Donc c'était animé au préalable par Emmanuel Ono de la région et Chloé Saint-Martin donc, de l'ADEME, qui ont en gros pour vocation de fédérer les différents acteurs du territoire pour développer finalement l'intelligence collective, de se dire à un moment donné comment ensemble on peut réussir à répondre à cette problématique de gestion de déchets et surtout de prévenir cette création de déchets donc, dans le milieu du bâtiment. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs, donc on a une trentaine de différents types, donc ça peut être soit des associations, des bureaux d'études, des entreprises d'insertion, des démolisseurs, des aménageurs, des maîtres d'ouvrage publics, privés, donc qui en fait coopèrent, contribuent à trouver des solutions pour justement réemployer tous ces matériaux qui n'ont que qui n'avaient en tout cas que seul avenir la benne. Donc il y a un espace partagé donc également donc sur la plateforme Nessi, donc vous pouvez retrouver l'ensemble des acteurs du club réemploi, échanger avec eux et même participer aux différentes réunions qui sont où tout le monde est bienvenu justement pour apporter son concours à l'atteinte des objectifs du PRPGD donc de la région, soit donc de prévenir la création de déchets ou en tout cas faire en sorte de maximiser donc, le recyclage. Donc par notamment une collaboration, puisque finalement, dans le bâtiment, il y a énormément d'acteurs, la chaîne de valeur est grande, et chacun a sa responsabilité dedans, ou en tout cas son avis à donner pour notamment mettre de l'huile dans les rouages et faciliter donc ce développement finalement du réemploi. J'ai oublié de me présenter. Personnellement, je m'appelle David et je fais partie de l'Abeille. Je suis en entrepreneuriat social donc, au sein de cette structure pour développer justement une entreprise sur la métropole de Rouen d'accompagnement, de déconstruction et aussi donc d'approvisionnement en matériaux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros,
les 3 axes principaux pour l'année 2021 du club sont de travailler sur des sujets qui sont en gros de promouvoir ce réemploi, également donc de se s'outiller pour pouvoir travailler notamment sur les sujets de traçabilité, comment on réussit à apporter en tout cas à un maître d'ouvrage les documents nécessaires qui lui permettent d'avoir un retour sur son opération, et également donc faire le lien entre tous ces différents acteurs de la région, puisque nous sommes tous complémentaires, puisque participant à la même chaîne de valeur. Merci beaucoup, David. On va laisser la parole à Frédéric pour le club Rancopper. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux collègues de l'ARP de nous avoir invités à participer à cette réunion, à cette belle réunion. Alors, le réseau Rancopper, donc je suis Frédéric Bazille, je fais partie d'une équipe qui anime le réseau Rancopper. Le réseau Rancopper, c'est donc le réseau des acteurs normands pour la commande publique éco-responsable. Donc, c'est un réseau qui existe en Normandie depuis un peu avant 2013, qui au début a été totalement créé par l'ADEME sur le territoire, donc l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie. En fait, ce club, mes collègues et moi, donc en fait, l'ADEME a lancé une consultation pour identifier une équipe en capacité d'animer ce réseau de la commande publique durable, donc à la fois avec les expertises commande publique, juridique, procédure d'achat, et également donc l'intégration de tous les enjeux de responsabilité sociétale au contrat de la commande publique. Donc, depuis 2013, on travaille sur ce format-là. Le réseau, en fait, dans notre mission, nous avons aussi mission de structurer, de pérenniser ce réseau. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus uniquement l'ADEME qui porte le réseau de la commande publique durable en Normandie. Ce sont 5 cofinanceurs qui sont réunis autour de ce réseau. Donc, on retrouve la région Normandie, on retrouve l'Agence régionale de santé de Normandie, on retrouve l'ADEME, bien sûr, on retrouve la métropole Rouen-Normandie, et le SMEDAR, le syndicat de traitement des déchets de l'arrondissement de Rouen. Donc voilà les 5 cofinanceurs et la préfecture qui représente les services achats des services de l'État dans un de ces services, participe également au portage de ce réseau. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un réseau qui est cofinancé par ces acteurs. C'est un centre de ressources régionales et de ce fait, il propose une somme de services à destination de tous les acheteurs publics de façon libre et ouverte, libre de droit, libre d'accès. Le réseau Rancopper s'adresse à tous les donneurs d'ordre publics, maîtres d'ouvrage publics de Normandie. On va donc retrouver les collectivités, les services de l'État, les établissements publics locaux, mais aussi les établissements médicaux et médico-sociaux, les entreprises publiques comme la SNCF, la Poste par exemple. Donc toutes les structures soumises à la commande publique, également bien sûr les offices publics de l'habitat. Ça, ce sont un peu les profils des acteurs donc, qui sont concernés par nos services. Le réseau Rancopper, comme je vous le disais, travaille sur toutes les approches de la responsabilité sociétale. Donc, nous, on accompagne sur les clauses environnementales, sur les clauses sociales, sur les clauses de santé environnementale. Mais comme vous le savez toutes et tous, les acheteurs publics sont aussi soumis à différents phénomènes macroéconomiques, donc les coupes budgétaires. Donc, comme on accompagne beaucoup les acheteurs, nous, notre idée, notre objectif, c'est de les accompagner en fonction de leurs moyens, à toujours faire des achats sécurisés juridiquement, mais qui économiquement sont réalistes, tout en intégrant ces principaux enjeux de responsabilité sociétale. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de marge de progrès, on arrive à aboutir à pas mal de résultats. Aujourd'hui, ce centre de ressources, donc, il y a un petit site internet qui vous permet de retrouver toutes les actualités, les événements, donc les invitations aux rencontres des groupes de travail. Donc, il y a des groupes de travail thématiques qui sont activés en fonction de l'actualité réglementaire. Par exemple, la loi Egalim a fortement impacté sur les approvisionnements en restauration scolaire et restauration collective de façon générale. Donc, on a eu un groupe de travail pendant une année qui a permis de s'approprier les objectifs de la loi Egalim. Donc aujourd'hui, on a aussi des journées régionales habituellement qui se déroulent. On a des webinaires d'information cette année qui se sont mis en place comme pour un petit peu tout le monde. Nous animons des modules de formation qui sont dédiés à la commande publique et à l'intégration des enjeux de développement durable et de responsabilité sociétale. Et on travaille également en coordination avec le CNFPT pour la formation des agents territoriaux sur restauration collective. On est aussi en prévision donc, de nouveaux modules de formation pour l'année 2021 sur la prise en compte des enjeux de santé environnementale. Voilà. Donc, dans le contexte Covid, c'est intéressant de pouvoir travailler sur des protocoles de nettoyage de ces locaux donc, qui en fait sont performants d'un point de vue de la protection sanitaire sans pour autant faire entrer des molécules chimiques.
dans les bâtiments et exposer les agents et les usagers. Donc, ça nous paraît intéressant de pouvoir développer ce module de formation. Ce centre de ressources, comme je vous le dis, il s'adresse aujourd'hui, en fait, l'information est envoyée à peu près 800 personnes dans les collectivités, les établissements médicaux. En mètre carré, c'est pas facile à dire parce qu'en fait, tu sais, Voilà, donc il y a à peu près 800 personnes qui sont destinataires de cette information et ça s'enrichit à chaque fois pour les personnes qui sont intéressées ou qui découvrent le réseau. L'actualité du réseau pour 2021, elle est riche parce qu'en fait, le contexte juridique de la commande publique, il est lui-même très, très riche. Le nouveau code de la commande publique, il est paru il y a 1 an et demi, en avril 2019, en intégrant énormément de choses qui étaient avant le territoire, la chasse gardée, les thématiques de l'ADEME. Il y a un article dans le code de la commande publique qui définit qu'est-ce que c'est le cycle de vie d'un produit, d'un service, de travaux ou de fourniture, qui fournit une définition de qu'est-ce que c'est prendre en compte le coût des externalités associées à ce cycle de vie. Donc là, on est vraiment sur des objectifs qui étaient très ADEME et ministère de la transition écologique et des solidarités. Et là, ça a intégré complètement le cœur juridique de la commande publique. Donc aujourd'hui, on a toute l'attitude pour travailler, quand on est un acheteur public, à n'importe quelle échelle que ce soit en termes de volume, de moyens, etc. En tout cas, sur la procédure d'achat, on a tous les outils juridiques pour intégrer des solutions innovantes issues de l'économie sociale et solidaire, des filières de matériaux biosourcés, des filières du réemploi, de la réutilisation, des matériaux recyclés. Donc nous, notre travail, c'est d'aider justement les acheteurs publics à s'approprier ces leviers juridiques pour atteindre ces objectifs et faire évoluer leur contrat d'achat et leur projet de construction, rénovation de bâtiments notamment. L'actualité réglementaire, ensuite, elle est très, très riche également. La loi AGEC au début de l'année, anti-gaspillage d'économie circulaire, avec de nouveaux dispositifs relatifs à la commande publique, de nouvelles obligations pour les maîtres d'ouvrage publics, notamment sur tout ce qui est diagnostic ressources en amont des chantiers, obligation de traçabilité autour des matériaux du bâtiment. On a également la réglementation environnementale autour du bâtiment qui va entrer en vigueur l'année prochaine et qui demande aux acheteurs publics de pouvoir maîtriser les externalités environnementales du cycle de vie des matériaux de leur bâtiment. Donc ça va se traduire dans les contrats d'approvisionnement et les exigences techniques des matériaux. Et enfin, on a eu plus récemment avec le Covid là, une loi qui s'appelle la loi ASAP, Accélération et Simplification de l'action publique, où on va retrouver des dispositions juridiques qui vont dans le sens de nos sujets du jour. Notamment une disposition qui permet à un maître d'ouvrage public d'acheter des travaux pour 100 000 €. Alors, on est d'accord, quand on construit un bâtiment nouveau, etc., 100 000 €, on va dire, ce n'est pas terrible. Sauf que pour intervenir sur certains, par exemple, cœurs de métier, comme refaire une isolation, comme faire un diagnostic ressources, en tout cas intervenir sur des champs spécifiques aujourd'hui, faire une déconstruction préalable pour récupérer des matériaux, une mise à nu d'un bâtiment, une rénovation, etc. Ça peut permettre de dégager des consultations inférieures à 100 000 €. Et ça, jusqu'au 31 décembre 2022, les maîtres d'ouvrage publics ont la possibilité d'attribuer ce type de contrat, de marché, sans publicité ni mise en concurrence. Ça veut dire qu'ils choisissent un opérateur qui leur plaît sur leur territoire. Donc ça, vous voyez, par rapport au sujet du jour, ce sont des pistes que nous allons creuser pour 2021. Et pour terminer cette petite introduction sur le RAN-Copper, les grands axes 2021, c'est que ce réseau, pour pouvoir se pérenniser, se consolider, va sans doute se créer sous forme d'une structure associative autonome et juridiquement indépendante, donc une association RAN-Copper qui n'existe pas encore aujourd'hui, permettra à tous les acteurs normands qui le souhaitent d'adhérer pour celles et ceux qui souhaitent récupérer l'ensemble des services d'accompagnement que le réseau peut proposer et permettre aussi à tous les réseaux, comme l'ARP Normandie entre autres, mais les différents réseaux qui sont coordonnés aussi au sein de NESI, mais d'autres qui ne sont pas forcément réunis ce matin, de devenir membres associés de l'association RAN-Copper pour pouvoir toujours mieux coordonner nos actions. Donc voilà, création d'une association sur 2021, c'est la volonté des partenaires financiers. Et dans le cadre de notre thématique de la matinée, une opération collective bâtiment et économie circulaire pour les maîtres d'ouvrage publics. Ça, c'est quelque chose que la région et l'ADEME sont en train de faire sortir de terre et le RAN-Copper sera une des parties prenantes pour faire vivre ce dispositif. Voilà pour cette entrée en matière. Il y a 2 questions par rapport à ton intervention, Frédéric, sur le chat. Ces réseaux d'acheteurs ont-ils été créés dans toutes les régions par l'ADEME? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui a impulsé celui de la Normandie? Alors, en fait, ce qui a impulsé celui de la Normandie, c'est qu'au niveau national, il y a un plan national d'action pour des achats publics durables. La première version date de 2007. Et là, sur cette fin d'année 2020, c'est la version 3 qui est en cours de finalisation. Donc, il y a une stratégie nationale qui
demande qui préconisait l'apparition de réseaux régionaux d'acheteurs publics par rapport à ces enjeux. Donc l'ADEME en Normandie s'est vite saisi du sujet, tout comme en Nouvelle-Aquitaine, tout comme dans l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et le RESECO un peu plus au sud de la Normandie qui couvre Bretagne, Pays de la Loire et Centre. Mais vous avez des régions aujourd'hui comme l'Occitanie, comme Grand Est, Hauts-de-France qui n'ont pas de réseaux régionaux. Donc la totalité de la France n'est pas couverte, mais en Normandie, voilà ce qui a impulsé la création assez rapidement, c'est ce plan national. Et j'ajoute que tous ces réseaux régionaux sont coordonnés par un interréseau animé au niveau du ministère, du Commissariat général au développement durable. Donc ça permet d'avoir une visibilité rapide sur qui fait quoi un peu partout en France, que font nos collègues maîtres d'ouvrage publics à l'autre bout de la France, est-ce qu'on a cette visibilité, cette coordination. Ok, merci beaucoup. On a 15 minutes de retard. Je propose que le reste des questions, on les aborde en table ronde. Anne Panté, normalement, tu devrais pouvoir partager ton écran. Si ce n'est pas le cas, je le ferai moi-même. Et sinon, je te laisse la parole. D'abord, je voulais vous dire que je suis ravie d'être parmi vous donc sur ce projet. Quelques mots de présentation. Donc, je suis ingénieure en génie civil depuis les années 80. J'enseigne donc depuis les années 90 les métiers du génie civil, et ma spécialité, comme je l'ai indiqué ici, est beaucoup plus autour des travaux publics. Ce dossier-là, ce matin, je l'ai préparé avec mon collègue Olivier Berland, donc, qui est plus du secteur du bâtiment. Nous sommes tous les deux enseignants donc, à l'IUT du Havre, au département génie civil et construction durable. Alors, je voulais vous dire que quand j'ai choisi ce métier, il y a maintenant un certain nombre d'années, j'avais une forte motivation pour ce qu'étaient les préoccupations environnementales autour de l'aménagement du territoire. Et régulièrement, dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé sur la gestion des déchets, d'abord sur les centres d'études techniques où on stockait les déchets, qui se sont appelés les CSDU, maintenant les INS, sur les déchets eux-mêmes du BTP. Donc, je suis particulièrement contente de venir partager un petit peu cette expérience avec vous. Alors, avant d'arriver en Normandie, parce que je suis en Normandie depuis peu, j'étais en région Poitou-Charentes, où on a eu des expériences aussi sur la problématique des déchets et leur réemploi. Donc, mon exposé, je l'ai structuré en accord avec Aurèle autour de 3 axes de ce que je sais faire. Donc, l'enseignement, donc, notamment donc, tout ce qui est autour de l'organisation, du contenu pédagogique que nous donnons à nos futurs professionnels, à nos jeunes futurs professionnels, des aspects recherche également, puisque j'appartiens à un laboratoire de recherche qui est basé à l'Université du Havre, et puis un peu des questions sur le sujet de cette journée qui nous permettra de réfléchir. Alors, quelques mots sur la Normandie et puis ses universités de proximité. Je pense que c'est tout à fait dans la logique que l'on puisse travailler ensemble. Donc, la Normandie a plusieurs sites universitaires. Donc, l'Université du Havre, ici, que j'appelle volontiers le pôle génie civil normand au Havre. Nous formons 550 étudiants dans plusieurs instituts, donc du niveau Bac+2, comme ici à l'IUT. Ensuite, du niveau licence, Bac+3 et Bac+5 à l'Université du Havre, avec des masters et plusieurs masters intéressants autour ici du diagnostic, architecture du quotidien, l'énergétique du bâtiment, les énergies renouvelables, les constructions maritimes, et puis ici le génie civil et l'environnement. Et puis une école d'ingénieurs, donc l'INSA, dans le département génie civil, donc l'INSA de Rouen, dont le département génie civil est basé au Havre du fait de cette tradition ancienne de la pratique du génie civil ici au Havre. Donc, vous avez ici ces 3 instituts et leur localisation par rapport à l'entrée de ville. Donc, on va rentrer un petit peu dans le sujet. J'ai intitulé mon projet, le titre de ma conférence, « Les matériaux de construction », parce que pour moi, ce sont les matériaux de construction, éco-matériaux, locaux, etc. Ça reste pour moi des matériaux de construction. Donc, on sait que la construction des ouvrages a connu des évolutions importantes, du travail de la construction avec des pierres naturelles,
de la terre, du bois, avec la problématique ancienne de l'incendie, la pierre armée qui était aussi utilisée pour construire des bâtiments. Au XIXe siècle, eh bien, on avait toutes les conditions pour faire naître eh bien, le béton et ses infrastructures grises. Au XXe siècle, donc, dans les pays développés, nos bâtiments ont eu l'eau, l'électricité, l'énergie chez l'habitant. Et puis, on a dû faire des avancées très importantes en matière de production, de distribution, des infrastructures, création de réseaux, etc. Mais également, donc, des avancées importantes sur le traitement des pollutions. Et puis, ce siècle-là, c'est certes un siècle avec des progrès scientifiques, mais il fut aussi celui de l'explosion des consommations et des prélèvements. Donc, ici, vous avez une image issue d'un document donc, sur l'usage des matériaux, et vous voyez l'évolution exponentielle de nos matériaux utilisés en fonction du temps. Et maintenant, pour construire les éoliennes et les voitures et les cellules photovoltaïques, il nous faut beaucoup d'énergie. Donc là même, vous voyez, aujourd'hui, je suis certainement en train de je vous parle, grâce à des méthodes modernes, on a les satellites, mon ordinateur contient des terres rares et je suis certainement alimentée par une centrale nucléaire. Donc actuellement, donc, on se pose des interrogations, et c'est légitime, sur la durabilité de la ressource minérale. On sait que le milieu n'est pas infini, et puis si on continue à produire des déchets, bientôt on finira dans la poubelle. Donc malgré, vous voyez, des travaux importants, ici je vais choisir cet exemple, donc tous les programmes européens sur l'observation de la Terre, qui sont bien utiles, qui nous servent pour, par exemple, ici, étudier les catastrophes naturelles. Donc, sur le séisme d'Haïti, en quelques jours, il a été possible de faire un bilan des bâtiments qui étaient dangereux pour reloger les personnes, des bâtiments qu'il fallait détruire. Donc, il y a une cartographie qui a été faite rapidement sur la sécurité des ouvrages qui existaient encore après séisme. Donc, on est capable de faire ça en 3 jours, mais vous voyez, 3 ans après le séisme, on a encore des tas de personnes qui vivent dans ce type d'habitat. Donc, vous savez, on vous l'a dit, le BTP, traditionnellement avec 3 types d'ouvrages. On va parler des constructions industrielles. Donc, sur le Havre, on en a beaucoup. Ici, un exemple de barrage dans d'autres régions. Tout le domaine BTP qui permet aux gens de voyager, les flux d'informations, les flux de marchandises, les flux humains, l'eau également de circuler, et le secteur du bâtiment avec des grands bâtiments et puis des bâtiments plus petits qui sont plutôt à vocation de logement. Le BTP est un gros producteur de déchets. Alors, suivant les chiffres, si on s'intéresse aux déchets inertes, aux déchets totaux, donc nous sommes des gros producteurs de déchets et nous le savons depuis très longtemps. Et donc, dans le BTP, cette action de l'analyse du déchet est quelque chose qui est, je dirais, je l'ai même appris de mes maîtres, et bien sûr, je le diffuse à mes étudiants. Alors, le génie civil, donc les formations sont devenues génie civil et construction durable. On a revendiqué, bien évidemment, donc dans le génie civil, cet aspect préoccupation environnementale qui est une réalité depuis longtemps. Et vous savez que c'est un métier où l'innovation est dans le quotidien des ingénieurs, des techniciens depuis toujours. Toujours une volonté de faire mieux, de faire différemment, d'améliorer les méthodes. Donc, on sait que ces aménagements sont soumis à une réglementation très importante. D'abord, on a eu des réglementations techniques, des réglementations financières, des réglementations juridiques, des réglementations organisationnelles. Et depuis plusieurs années, on a donc des réglementations environnementales qui se sont imposées. Alors, ce transparent, vous voyez, qui date déjà de quelques années, et je ne pensais pas, quand je le présente à mes étudiants, quand j'évoque les risques écologiques et puis les problèmes sanitaires, je le voyais dans un avenir assez lointain.
Bon, et pourtant, eh bien, 15 jours plus tard, nous fermions les universités et nous rentrions tous en confinement. Donc, les choses s'accélèrent très vite. Au risque naturel aussi, dans le domaine de la construction, on est obligé de prendre en compte maintenant les risques aussi de conflits. C'est concevoir bien un métro, mais pouvoir aussi l'évacuer très vite en cas d'incendie, en cas d'explosion. Alors, je vais le mettre. Alors, quelles sont nos approches transversales en enseignement? Eh bien, on va introduire chez nos étudiants les notions d'ACV de construction, avec des descriptions sur les matériaux, mais également ensuite eh bien, aller plus loin sur l'étude des enveloppes thermiques et des structures, en étudiant différents composés, différents isolants, différents types de matériaux qui vont constituer les structures. On va réfléchir sur les systèmes énergétiques pour chauffer les bâtiments, pour alimenter en eau chaude, pour alimenter en électricité. Et puis, on s'intéresse aussi au recyclage, à la réutilisation, au réemploi, c'est-à-dire la fin de vie des constructions et des matériaux. Donc, le mot a été utilisé, on ne démolit plus, on déconstruit. Alors, quelques exemples là, de documents qui pourraient être présentés à nos étudiants. Et je vous dirais que dans mes cours, j'insérerai quelques informations qui ont été données ce matin sur ce dynamisme local qu'il est important que nos étudiants aussi en aient conscience. Alors, la biomasse revêt un intérêt constant dans le secteur de la construction, particulièrement les fibres. Ici, l'exemple d'un chantier à Paris où on a donc réduit les consommations énergétiques en réalisant donc ce manteau à l'aide de matériaux biosourcés. Les fibres végétales aussi ont rejoint le domaine des structures avec tout ce qu'on va appeler les bétons biosourcés. Des exemples, alors ici on considère que la filière des matériaux biosourcés est l'une des 18 filières classées vertes pour les ministères d'écologie et de développement durable. Vous savez que les granulats non minéraux, on a du bois, du liège, de la chêne-vote et j'en passe. Et on a donc déjà des matériaux qui ont des certifications pour être utilisés, soit en remplissage, associé à une structure poteau-poutre en béton, ou aussi en mur porteur. Il faut reconnaître aussi que, comme j'évoquais, les gens du génie civil ont une conscience environnementale forte. Au niveau de la fabrication des ciments, eh bien, de gros progrès ont été faits et l'école française du béton, qui est une des principales écoles au monde sur le matériau cimentaire, eh bien, relate des avancées importantes sur la création donc maintenant de ciments à basse empreinte de carbone, de ciments alternatifs. Donc, il est aussi important que nos étudiants connaissent ces évolutions. Alors, on voit aussi apparaître fortement le retour des géomatériaux et des biomatériaux. Vous avez l'exemple de la maison de Montargis, et puis ici d'autres exemples de construction en terre et paille. Actuellement, donc, un projet terre crue est en train de se monter, un projet national qui devrait réunir des artisans, des entreprises, des bureaux et des chercheurs autour de cette thématique. Un autre géomatériau aussi, c'est la pierre, donc avec le Centre technique des matériaux naturels de la construction qui travaille sur l'usage de la pierre de taille, à la fois comme structure porteuse ou comme revêtement de structure en béton pour donner un esthétisme plus important. Alors, toutefois, il faut savoir que pour ces matériaux, il va falloir accepter de payer le juste prix pour éviter ce type d'image, ici, comme représenté sur une carrière où des enfants en Afrique exploitent des matériaux qui partiront vers l'Europe pour faire des aménagements intérieurs. Alors actuellement, l'IREX développe
un projet national qui s'appelle Dolmen, justement pour continuer dans la poursuite de la valorisation de ces matériaux. Alors, d'autres types de matériaux se mettent aussi en place. Eh bien, c'est, on l'évoquait, nous sommes des gros producteurs de déchets. Donc, on va chercher à faire des bétons recyclés. Donc, il a été ici, j'ai mis en exemple l'Observatoire régional des granulats de Normandie avec l'UNICEM, qui travaille justement sur comment utiliser ces bétons ou ces déchets de la construction pour faire des nouveaux granulats. Des exemples aussi sur la réutilisation des briques. Donc, on a ici autour du Havre une forte architecture en briques. Comment réutiliser ces matériaux pour en faire des nouvelles constructions? On travaille également sur le traitement de sol avec les fameux traitements habituels, chaux et ciment, mais aussi des produits non traditionnels tels que des décoctions, tels que la permazime, tels que des sous-produits de l'industrie pour éviter par exemple les poussières sur les chantiers, pour éviter pour augmenter la résistance des matériaux. Donc, on peut aussi avoir d'autres modes de traitement de sol, par exemple par du renforcement avec des inclusions rigides, voire des plastiques, voire des textiles. Donc, les objectifs donc de recyclage, 70% pour 2020, puis à terme 100%. Je pense que les chiffres augmentent, mais il faut encore donner confiance aux maîtres d'ouvrage à l'usage de ces matériaux recyclés. Alors, on peut aussi voir un petit peu les choses différemment. On a des vieux ouvrages, et là, j'ai été chercher le premier ouvrage en béton coulé qui est au Jardin des Plantes de Grenoble. Un autre ouvrage aussi, là, cette fois, un ouvrage métallique, puis un type d'ouvrage tout à fait quelconque, une ligne de chemin de fer. Alors, nos ouvrages, on sait qu'ils résistent même très bien. Bon, des fois, on a des accidents, c'est des choses aussi qui arrivent. Et le nouveau défi, c'est si on donnait on redonnait de la valeur structurale à nos ouvrages. Donc, c'est ici, par exemple, sur cet exemple de construction d'une ligne de chemin de fer. Maintenant, nos trains vont plus vite, la charge sur essieu est plus importante. Est-ce que je reconstruis une ligne de chemin de fer moderne à côté et je laisse tomber ma ligne de chemin de fer ancienne, ou est-ce que je réfléchis pour redonner de la valeur structurale à mon ouvrage? Cette réflexion peut être mise en place donc, dans le secteur du bâtiment. On voit déjà des exemples, des vieux entrepôts qui deviennent des temples de la consommation, des centres commerciaux, de l'habitat social et d'autres orientations. On peut aussi donc travailler autour de la requalification de nos friches urbaines sur sol pollué. On a des patrimoines industriels anciens. On peut essayer peut-être de voir à requalifier ces friches urbaines sur sol pollué. Donc au préalable, bien faire des travaux de dépollution, mais recycler ce patrimoine industriel pour le transformer. Voilà donc des orientations de construction que j'ai appelées construction durable qui se mettent en place et que l'on voit apparaître régulièrement. Donc la loi ALUR ici qui indique l'importance de la reconnaissance des sols, et aujourd'hui la reconnaissance des sols ne se limite pas à l'étude des propriétés mécaniques mais aussi au diagnostic environnemental des sols parce que on a une quantité de sols pollués non négligeable sur nos territoires. D'autres solutions aussi, la géothermie. Et la géothermie, avec des exemples ici en Normandie, avec le centre hospitalier de Navarre, qui a été construit à Évreux, qui permet également d'utiliser une énergie, qui est une énergie très importante. Alors, avec ces différentes formes, la géothermie profonde, la géothermie moyenne surface ou vraiment la géothermie de surface qui n'en est pas vraiment une, qui est plutôt un géosolaire
mais qui donne des possibilités de réduire l'impact et l'utilisation des énergies fossiles. La France, dans ce domaine, a accusé un retard important qu'elle comble progressivement par rapport à nos amis suisses et allemands, et notamment donc un chantier un petit peu phare que j'explique aux étudiants, qui est l'aéroport de Zurich. Bon, il faut savoir que l'aéroport de Roissy est chauffé par géothermie profonde et que sur Paris, on a beaucoup de logements urbains qui sont chauffés par géothermie profonde grâce à une nappe, la nappe du Dogger, qui a une centaine de mètres de profondeur, mais qui permet de faire ce chauffage urbain. Alors, on peut aussi aller au-delà des aspects matériaux de construction. On a parlé de flux d'énergie, mais aussi les flux d'eau qui sont importants. Et en matière de gestion des eaux pluviales, mais aussi en matière de gestion des eaux usées, la profession a fait aussi énormément d'efforts de réadaptation de ces ouvrages. Vous voyez, un ouvrage très végétalisé, qui s'intègre bien dans le paysage, nécessite parfois des interventions avec des matériaux, des plastiques, des conduites, etc. Donc, dans le domaine également de la gestion pluviale et des eaux usées, de gros travaux ont été faits aussi pour réduire la consommation et de réduire l'usage et le mauvais usage de l'eau, c'est-à-dire gâcher cette ressource importante. Alors aujourd'hui, je dirais, on a des projets complexes. On doit construire un ouvrage avec un fonctionnement qui est de plus en plus en interaction avec l'utilisateur. On va parler de bâtiments intelligents, avec des objectifs zéro emprunt, zéro déchet. Donc on a des matériaux nouveaux, alors peut-être pas si nouveaux que ça, ils reviennent, des structures complexes, des sites à se réapproprier, puis gérer l'énergie, les déchets et l'eau. On a désormais une approche un petit peu thermodynamique du bâti. Il nous faut aussi préparer la ville durable, ou je dirais les villes de demain, parce que les villes de demain, il y a certes les grandes villes, mais aussi les villes moyennes, et on parle de smart city, ou une machine urbaine. Alors vous le savez, le nombre de citadins a dépassé 50% de la population mondiale. Les villes, d'ici 15 ans, avec leur extension urbaine, pourraient absorber 9 fois la superficie de la France à l'échelle du monde. On continue d'accroître les villes. Et puis, les mégacités à 10 millions d'habitants, son nombre de 30 aujourd'hui, elles seront 50 d'ici 2050. Alors, comment ça se fait que ça... Il y a un petit blocage, voilà. Voilà un petit peu le point sur quelques contenus pédagogiques qui sont donnés à des étudiants, qui donnent lieu à des projets, à des discussions, à des exercices, à des applications, à des visites de chantier. Alors, je vous le disais au préalable, j'appartiens aussi à un laboratoire de recherche et la notion de recherche participative développée par Aurel lorsqu'il m'a contacté me plaît bien. Moi, j'aime à dire que j'aime faire de la recherche citoyenne, m'impliquer dans ma cité. Donc, nous travaillons à l'Université du Havre et nous avons un axe qui s'appelle géomatériaux, environnement, milieu poreux. Donc, nous travaillons à la fois sur les milieux poreux polyphasiques, qu'on appelle les roches, les sols, les sédiments, les fibres végétales, avec des approches microscopiques pour étudier les processus physico-chimiques, des approches plus macroscopiques pour connaître le comportement thermo-hydromécanique. Le tout pour faire des structures intégrées, des ouvrages, des éléments de structure, des assemblages, des fondations, du bâtiment, des réseaux, etc. Et j'aime à dire que nos recherches sont souvent du chantier à la théorie, du fait que nous sommes en contact avec le monde de la construction. Beaucoup de questionnements viennent du chantier à la théorie. Je dirais qu'on sait faire avant qu'on puisse expliquer.
Alors, quelques axes de recherche qui sont étudiés chez nous, retrait et fissuration des sols argileux, à la fois in situ, à la fois et bien sûr des constructions en terre. Donc, je passe sur nos méthodes expérimentales. Si vous êtes intéressé à venir, les portes du laboratoire sont grandes ouvertes pour venir voir ce que nous faisons. Donc, nous participons à différents projets, des projets IREX, des projets régions. Et là, on a un projet qui est sur l'étude comment réduire la fissuration en utilisant des processus de recalcification grâce à des bactéries. Des mises en œuvre de composites biosourcés. Donc, dans notre équipe où les gens travaillent sur le lin, voyons, on fait des éléments de structure. Ici, une plaque, mais ça pourrait être un profilé, ça pourrait être un plaquage. Donc, avec des fibres à l'intérieur, enrobées dans un tissu de lin. Donc, on met en forme des composites sandwich à base de fibres de lin. On utilise aussi le lin. On utilise aussi le lin à d'autres usages. Le lin comme matériau de dépollution. Le lin peut être surtout la partie, je dirais, anas de lin, la partie étoupe de lin, a des propriétés d'absorption des métaux lourds qui sont importantes. On est en train donc actuellement de travailler sur maintenant l'absorption des HAP avec ces dispositifs. Et ce dispositif d'épuration pourrait être mis en place en association avec des filtres de sable, par exemple, pour faire de la dépollution des eaux usées, des eaux pluviales. Ici, vous avez un résultat de rétention du zinc, qui est un élément métallique que l'on rencontre assez souvent donc, dans les surfaces urbaines, avec un arrêt avec du sable et un arrêt avec le sable et le lin. Sur des aspects aussi des pollutions, la remédiation et la valorisation des sédiments de dragage. Quand les sédiments sont pollués, comment les gérer? Donc, des processus de remédiation avec les principaux polluants, métaux, HAP, PCB. Nous travaillons à petite échelle, à échelle intermédiaire, et nous aimerions travailler à échelle plus grande échelle. Donc, l'échelle mètre cube. Les problématiques de laboratoire et les transferts d'échelle sont des transferts très, très importants. Des usages de ces sédiments pour faire des remblais et pour refaire des matériaux de construction. Voilà. Donc, rapidement, donc écomatériaux locaux, est-ce que c'est un concept nouveau? Et puis, la résilience nous oblige de répondre à des questions. D'où vient-on? Pourquoi? Où veut-on aller? Par quel chemin? Alors, concept nouveau, peut-être, mais si on retrouve ici quelques pages d'histoire, et je vous les laisserai découvrir parce que le temps est compté, Philibert Delorme, architecte du roi, et si vous regardez son texte ici, il dit que l'architecte doit avoir connaissance des 4 parties du monde des vents qui en précèdent, bien implanter son logis, l'accommoder à la santé des habitants. N'est-ce pas déjà des principes bioclimatiques qui étaient introduits par cet architecte? Ah, là, il y a un problème. J'ai un souci, là. Je ne sais pas ce que c'est passé. Pardon. D'autres travaux, François Cointreau, que vous devez connaître, donc, qui est à l'origine, entre autres, avec d'autres du Pisé, donc la capacité, avec la terre seule, de construire des maisons pour contrebalancer finalement l'expérience qu'ils avaient du bois, puisqu'il fallait faire des bâtiments incombustibles. Un autre document, là, de M. Depertuis, en 1815, qui conseille donc à un propriétaire d'abord de consulter les ressources locales. Et puis après, la question aussi, est-ce qu'il faut construire durable?
Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui les campagnes qui sont désertifiées, les centres-bourgs qui sont abandonnés, le mitage des paysages. Donc ici, j'ai retrouvé, en travaillant sur le Perret au Havre, un extrait dans les archives sur 3 maisons expérimentales simples et durables. Bien sûr, le durable ici n'a pas tout à fait le même sens qu'il a aujourd'hui avec le développement durable. C'est un peu, mais vous voyez, donc ces préoccupations, eh bien, elles datent depuis longtemps. On peut s'interroger pourquoi, eh bien, on n'arrive pas à faire mieux. Alors, encore une parole du passé, c'est ici donc François Cognier, qui est l'inventeur du béton pisé, qui n'utilise pas de ciment et qui utilise de la chaux, mais qui appelle ça le béton pisé, et qui se pose déjà la question, est-ce qu'il faut faire des constructions qui durent? Est-ce que cette notion patrimoniale de transmission à nos enfants, à nos petits-enfants du bâti, ne doit-elle pas être remise en question parce que les mœurs des générations futures ne sont peut-être pas celles des générations du passé? Donc, toutes ces questions m'interrogent. Par ailleurs, j'habite Le Havre, donc j'ai découvert une ville en béton architecturé, la première de France peut-être, ou même au monde, malheureusement après son bombardement. Et ici, vous avez une image du Havre, où donc, rien que pour son patrimoine en béton, la ville a été classée au patrimoine mondial. On a d'autres quartiers en ville, et puis aussi d'autres quartiers, vous voyez, où là, le béton, un beau béton, il faut reconnaître, c'est un beau béton, et comme disait Perret, c'est de la pierre reconstituée. Et avec le temps, le béton est devenu ce mal-aimé, synonyme de mal vivre. Et est-ce que si nous avions des quartiers en écomatériaux, est-ce que nous aurions ces mêmes problèmes de vie dans les cités? Autre question sur les constructions en terre. Comme je le disais, on a déjà beaucoup impacté sur l'empreinte écologique sur la planète est aussi importante. On a beaucoup de sites et des sols pollués. Quand on a de la terre polluée, comment faire pour travailler ou réaménager ces sites? L'écologie industrielle et territoriale se met en place avec des dossiers, des banques de données existantes, ADES, Basol, BASIAS, que vous devez certainement déjà connaître. Et puis, finalement, je l'évoquais tout à l'heure, le monde urbain se développe de plus en plus. Ici, une carte des mégacités, vous voyez, surtout sur l'Asie, où commencent et où finissent les villes. La surface devient-elle inaccessible, il manque de place? Va-t-on même manquer de terre pour construire? Donc, la résilience territoire doit prendre en compte cette résilience globale qui nous touche tous, avec ces phénomènes lents et à grande échelle, tels que sont le changement climatique, les crises mondiales, la distribution démographique. Les pressions humaines sont préoccupantes sur l'environnement, surtout dans les espaces littoraux. Et quand arrive l'accident, quand arrive l'incendie, quand arrive l'explosion, eh bien là, les territoires doit aussi intégrer cette résilience qu'on appelle la résilience syndémique, liée à ces événements brutaux, les accidents industriels, les inondations, voire d'autres types d'accidents brutaux tels que des fermetures d'usines. Donc, au travers de mon exposé, je vais mettre quelques conclusions personnelles. Vous avez vu que mon propos a été une succession de contradictions. Doit-on poursuivre la mondialisation avec la raison du plus fort qui est la meilleure? On voit que de nombreuses découvertes ont été faites dans les sciences et techniques, contribuant à l'exploitation de la Terre. Est-ce que toutes ces découvertes sont compatibles avec un usage durable de la Terre? Et quid du développement du marché? Ce transparent est très ancien. Vous voyez, dans un cours que j'ai intitulé
environnement à mes étudiants il y a une vingtaine d'années, je leur disais, eh bien, ces problématiques environnementales deviendront actuelles et effectives quand ça rapportera de l'argent. Les problèmes coût-bénéfice sont-ils toujours bien posés? Qui va faire les efforts? Quel est le degré d'urgence? Et comment doit-on procéder? Donc, ne pas oublier aussi que les pays du Sud, les pays en voie de développement, sont tout à fait favorables à ces notions donc, des continents industrialisés, sauvegarder la planète, oui, mais peut-être pas au prix du développement pour les pays du Sud. Donc, au travers de cette conclusion, hein, donc, bien, je termine mon exposé, je suis prête à répondre à vos questions. Et puis, je dirais que maintenant, bien, mettons-nous au travail collectivement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire en commun. Et comme je le disais en début d'introduction, je suis ravie de voir bien, le développement de ces réunions où on peut rencontrer à la fois différentes associations et aussi des enseignants-chercheurs qui sont prêts à répondre à certaines questions. Voilà, je vous remercie. J'espère, Aurèle, avoir été rapide, peut-être trop rapide. Merci Anne. Donc bon, malheureusement, on a très peu de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste lire des questions qu'il y a eu dans le chat pendant l'intervention, enfin du moins des interventions. Bon voilà, notamment la question principale, c'est la question des contacts. Alors vous inquiétez pas, hein, lorsqu'on aura terminé cette matinée, on vous enverra bien entendu les comptes rendus, les enregistrements et puis bien entendu la contact de l'ensemble des participants. Donc si vous voulez prendre contact avec Anne Panté de manière plus spécifique, vous pourrez le faire. Il n'y a aucun problème, on est, moi et les autres, hein, on est toute une bande. Bien sûr. Je vois aussi, bon, c'est très positif cette remarque. Aude Guéant qui dit qu'il y a 10 ans, j'ai eu la chance d'être étudiante du DRAC. C'est un master absolument passionnant que je recommande à tous les futurs architectes et ingénieurs. Bon, bah voilà. Et on le fait évoluer. Voilà. Si ça ne vous dérange pas, on va commencer à basculer la suite. Je vais vous transmettre un Framapad collectif. Si vous avez des questions que vous n'avez pas eu le temps d'aborder, n'hésitez pas à les mettre sur ce Framapad. Je vais vous le partager maintenant sur la conversation collective. Alors, vous allez la voir ici. Voilà. Donc voilà, c'est le Framapad où on va prendre les notes pour l'ensemble des tables rondes. Et puis, n'hésitez pas avant ou après à mettre un espace questions pour les choses qui n'ont pas eu le temps d'être abordées. Je vais vous laisser 10 minutes de pause. Surtout, ne vous déconnectez pas, bien entendu, parce que c'est pendant ces 10 minutes qu'on va faire la répartition des salles. Normalement, je vais juste vous montrer avant de partir les participants. Ça va vous donner peut-être un petit peu une vision d'ensemble. On a eu en fait jusqu'à hier, bon là on est à 62 inscrits, mais hier on en était à 60. On avait deux cibles principales qui étaient les professionnels et les élus. On a surtout 26 professionnels qui ont répondu présents. Merci à eux. Alors aujourd'hui on est plus à 5-6 élus. Donc merci aussi à eux. C'était très difficile de les faire participer. Donc, merci d'avoir mobilisé votre temps. Et nous avons également, évidemment, des associations qui sont peut-être plus de l'ordre d'une dizaine actuellement. Et donc, comme vous voyez, hein, sur le côté droit, il y a d'autres structures, le CEREMA pour ne citer qu'elle, des étudiants, des journalistes. Enfin, voilà, il y a vraiment une diversité de personnes qui participent aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment très chouette. Il y aura vraiment une diversité d'interventions et de questionnements. Bon, voilà, je vous laisse faire une pause et on va répartir la salle et on se retrouve dans 10 minutes. Merci à vous.